Faisons une expérience de pensée. Imaginons un instant que vous ayez un frère jumeau. Mais un frère jumeau qui serait fabriqué par une machine imaginaire qui serait capable de dupliquer la chair et les organes, ou de créer des processus qui enseignent tout à fait le comportement. En fait, ce serait un robot jumeau, quoi. On peut imaginer dans cette expérience de pensée un robot qui serait fait de chair, ou un robot qui serait fait d'acier, ça changera pas grand chose. Au pire, vous pourrez vous imaginer les deux et voir les différences à la fin de cette expérience. Imaginons donc qu'on aurait pu infuser tous vos souvenirs dans cette copie de vous, depuis votre plus tendre enfance, y compris même les choses que vous auriez oubliées. On aurait recréé votre cerveau à la perfection pour le lui donner. Finalement, ce robot jumeau vous ressemblerait en tout point, si bien même que chaque atome qu'il composerait serait absolument identique au vôtre. Vraiment dans tout pareil, mais ce n'est pas vous. Est-ce que vous pensez que ce jumeau robot serait capable d'aimer, comme vous l'aimez sans doute, le chocolat ou la pizza pepperoni? Peut-être d'aimer aussi la même musique que vous? Peut-être aimer les mêmes films que vous? Est-ce que vous pensez que cet autre vous aurait le même tempérament que vous? S'il a le même cerveau, après tout. Enfin, est-ce que vous pensez que ce jumeau robot pourrait éprouver les mêmes sensations que vous, de la stricte même manière que vous, au point d'être aussi amoureux de votre compagne ou de votre compagnon? Alors c'est déjà un peu perché, mais on va aller un petit peu plus loin encore. On va à présent imaginer qu'avant d'entrer dans la machine incroyable de répliquer un être, ce qui serait donc une sorte d'imprimante 3D d'un futur d'une galaxie lointaine, très lointaine, imaginons donc qu'avant d'entrer dans le sas de cette machine, vous vous fomentiez de faire, par exemple, assassiner votre belle-mère. Est-ce que vous pensez que votre robot jumeau puisse s'apprêter autant que vous de faire tuer votre belle-mère? Il ne la connaît pas, il aurait les mêmes souvenirs que vous, mais est-ce qu'il aurait la même haine que vous pour votre belle-mère? Se peut-il qu'il puisse se trouver dans les mêmes conditions que celles qui vous conduiraient à planifier ce meurtre? Il se peut que vous ayez tout de suite trouvé toutes vos réponses. En quel cas, je vous invite à les garder précieusement en tête pour la fin de cet épisode. Il se peut aussi que vous n'ayez pas tout à fait des réponses, que vous hésitiez, que vous le voyez, parfois il y a du oui, parfois il y a du non. Il se peut aussi que ce questionnement à terme vous donne finalement des cauchemars. Et c'est pas pour rien, navré d'ailleurs pour ça. Vous l'aurez compris, il s'agit par cette petite expérience de pensée de trancher sur l'existence ou non de notre esprit, de notre âme. Si on duplique un être comme nous, est-ce qu'il aura aussi cette âme que nous avons? Notre soi, notre conscience. Et tout ça, ça nous fait nous poser la question, finalement, d'où est-ce que ça émerge, notre capacité de penser? Notre conscience aussi, d'où est-ce que ça vient, la conscience? Et puis en fait, c'est quoi concrètement que la conscience? D'où nous vient cette capacité incroyable, quand on y pense, de penser, mais également de nous émouvoir, d'envier, de vouloir quelque chose, d'être pris de passion, d'aimer? Ce sont toutes ces choses qui font de nous que nous sommes humains. Ces choses, on peut les imputer effectivement à notre esprit, mais on pourrait aussi se dire que notre esprit est tout à fait réductible à notre corps. Si on enlève notre cerveau, pour simplifier les choses, on enlèverait aussi l'esprit. Alors ça peut être tout à fait des choses dissociées, c'est peut-être notre cerveau qui fait fonctionner notre esprit, mais il se peut aussi que l'esprit n'existe pas et qu'on peut tout à fait se contenter, par un coup de rasoir d'Occam, de notre cerveau. Imaginons donc que dans un futur proche, cette somme de choses fabuleuses, aimer par exemple, être pris de passion, capacité de nous émouvoir, de penser aussi, soit tout à fait réductible à notre corps. On peut le démontrer. Imaginons cela. Imaginez-vous ce que cela signifierait. Les androïdes pourraient bien rêver. La question fondamentale, je trouve, de la science-fiction, c'est de poser la question « Qu'est-ce que l'humain ?» avec un grand H. Qui sommes-nous vraiment? Pourquoi sommes-nous? Mais aussi parfois, que ne sommes-nous pas? Mon premier contact avec cette question vertigineuse, avec la science-fiction donc, c'était un livre de K. Dick. Outre ce que son nom m'amusait, parce que je ne connais avant tout et surtout que les mots les plus importants de la langue de Shakespeare, on m'avait vivement recommandé la lecture de cet auteur. À cette époque, je me souviens, je débutais seulement la lecture. J'avais, à cet égard, beaucoup d'appréhension. J'avais, pour dire vrai, peur de ne pas me montrer à la hauteur d'un texte. Le livre, ça semblait trop élevé pour moi. Il faut dire que j'avais en tête tout ce que l'école m'avait montré, et c'était peu ragoûtant. On a voulu m'initier au goût par l'indigestion. Alors j'ai tout repris à zéro, et j'ai demandé à des collègues de promotion « Que me recommanderiez-vous de lire ?» K. Dick, à ce moment-là, il revenait souvent. C'est un peu au hasard que j'ai opté pour le titre dont nous allons parler aujourd'hui. Et si je dois au hasard la sélection de ce livre, aujourd'hui il me tient beaucoup à cœur de parler de cet ouvrage, car il est l'un de ceux qui m'a ouvert cette porte massive, austère, colossale, et parfois décourageante, de la littérature. Je m'en souviens très bien, d'abord je lisais le livre là où je le pouvais, c'est-à-dire dans les transports en commun. Je les prenais tous les jours à cette époque, c'était vraiment pas très agréable, mais c'était un dégagement de temps terriblement tentant pour lire. Alors je lisais. Et puis,
Moi qui goûtais à peine la lecture, je me surprenais à me languir de prendre les transports. C'est un lieu étonnant pourtant que ces transports en commun où il se fait rare d'observer civisme et propreté. Mais ce n'était pas pour entendre les démonstrations d'impudeur au téléphone ou les insultes aux chauffeurs que je me languissais, c'était pour lire. Ça y est, j'avais aimé la lecture. Ce qui me surprit avec ce livre, c'était la façon avec laquelle il était évident de parcourir les pages. Je veux dire, pour un aspirant lecteur, comme moi à l'époque, les formules longues, élaborées ou parfois empoulées, ces effets de musique et ce langage savant, ils pouvaient me faire peur. Et personnellement, je le redoutais tout particulièrement. Mais Kadik m'a montré qu'on pouvait lire sans lire. Il a été l'un des premiers à me faire oublier que les mots existaient. C'est-à-dire qu'enfin je lisais non pour lire des mots bruts, m'obligeant à revenir 10 fois au début de la phrase pour comprendre quoi que ce soit, c'est-à-dire que je ne déchiffrais plus, je lisais pour être ailleurs. Et puisqu'on est dans la science-fiction et qu'on imagine dans des existences de pensée des machines tout à fait capables de dupliquer un être, des machines tout à fait élaborées et folles, je trouve que la lecture est une machine plus poétique, plus simple, et beaucoup plus magique encore. C'est rien que des mots, et on entend des voix, on se représente des lieux, des figures. C'est pas une machine élaborée avec beaucoup d'acier, de vis, d'aimants, ou que sais-je. C'est simplement du papier et des mots. Des mots, rien que des mots, et pourtant, en voyage. J'avais enfin troqué mon appréhension et mon désintérêt pour les formules inaccessibles de notre langue pour un voyage. Ça valait le coup. Dans ce roman, donc, nous suivons l'histoire d'un chasseur de primes spécialisé dans la traque des androïdes dissidents. Mais alors, qu'est-ce qui différencie l'androïde de l'humain ? A priori, dans cet univers, l'un répond correctement au Voikampf, ce qui est une sorte de questionnaire psychométrique qui mesure les capacités d'empathie d'un individu, et l'autre n'y répond pas bien. Rien d'autre sinon ne diffère ces deux espèces, dont l'une est humaine et l'autre est machine. On pourrait se dire à partir de là que ça fait quand même une grande différence, mais l'une serait empathique et pas l'autre. En tout cas, c'est jusqu'à ce qu'apparaisse la nouvelle génération d'androïdes, les Nexus 6. Ceux-là répondront parfaitement au Voikampf. Est-ce que leur algorithme s'est prévenu à la réponse au questionnaire pour tromper le chasseur, ou est-ce qu'ils ont réellement de l'empathie ? C'est à l'apparition de cette nouvelle espèce d'androïde que notre histoire va commencer. Ce sont ces Nexus 6, donc défaillants, que devra capturer et éliminer Rick Deckard, parce qu'il a besoin d'argent. C'est un chasseur de primes après tout, mais il pourrait prendre une mission plus facile. Or il lui faut beaucoup d'argent, et cette mission-là, elle paye bien. Il veut un animal, il veut un vrai animal. Un mouton. Pas un mouton électrique, non. Un vrai mouton. Et ça coûte cher, un vrai mouton. Et se débarrasser d'androïdes, bien qu'ils aient une apparence parfaitement humaine, c'est rien de plus que de se débarrasser de boîtes de conserve élaborées, de grille-pain multifonctions et qui parlent. Tuer une machine, ce n'est pas tuer, c'est retirer, c'est jeter, c'est recycler. On n'enlève pas une vie quand on tue un androïde. En tout cas, ça, c'est ce que se dit Deckard. Mais reprenons notre expérience de pensée de tout à l'heure. Ce robot jumeau, que partage-t-il avec vous ? Est-ce un reflet qui feindrait seulement et votre apparence et votre attitude ? Ou est-ce un être à part entière ? Un être à part entière qui, comme vous, peut-être exactement comme vous, pourrait ressentir des choses. De la colère, de l'amour. Cet autre vous a-t-il ce que l'on pourrait appeler une âme ? Rachel, Roy, Pris et les autres androïdes auront trop de semblances avec l'humain. Sans trop en dire, Pris n'a-t-elle pas davantage d'empathie à l'égard de J.R. Isidore, lui, qui est un humain bassement intelligent ? N'a-t-elle pas davantage d'empathie que ne lui en témoignera Rick Deckard ? Alors, si le Nexus 6 est doué d'empathie, ou la fin avec tant d'habileté qu'on pourrait l'en croire doté, s'il est doué d'empathie, n'est-il pas l'égal de l'homme ? Deckard tue-t-il des hommes et des femmes ? Alors voilà, la quête de Deckard se situe là. Qui est-il lui-même ? Je dirais qu'un bon livre nous amène sur des sentiers inexplorés, fait venir à nous des questions qui nous hanteront et qui ne trouveront pas des réponses tout de suite, sinon même jamais. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques appartient pour moi à ces grands livres qu'on appelle ainsi parce qu'ils subsistent en nous longtemps après les avoir fermés. À titre personnel, j'ai été absorbé par l'intrigue, j'ai adoré chaque personnage, mais à la fin il est resté davantage. Il est resté le thème, le sujet profond de cette question du corps et de l'esprit. Qu'est-ce qu'être humain ? Et quelle force donc que ce livre traite d'un débat aussi vertigineux, important, complexe de surcroît qu'il le fait avec l'élégance irrésistible d'un romancier. C'est-à-dire que ces questions naissent naturellement sans que le sujet ne soit abordé de manière trop barbante, on a déguisé cette complexité, on en a fait une sorte de conte pour la rendre excitante et accessible tout à la fois. Alors, que vous cherchiez à explorer un futur plausible, et inquiétant, peut-être, ou à explorer les abîmes insoupçonnables de l'être humain, à envisager aussi qu'il puisse être moins que ce qu'il espère, alors je vous souhaite, en parcourant la dernière mission de Rick Deckard, un bon voyage.